Bonjour et bienvenue aux mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions qui représentent une notion très importante en mathématiques. Ce sera en 5 points. Au premier point, nous allons essayer de comprendre la notion de fonction. Au second point, nous allons voir comment on peut représenter graphiquement une fonction à travers ce que l'on appelle la courbe représentative. Et au troisième point, nous allons voir comment reconnaître si la représentation graphique donnée est effectivement une représentation graphique d'une fonction. Toutes les représentations graphiques ne sont pas celles de fonctions. Le quatrième point est consacré aux fonctions définies par intervalle. Et le dernier point que nous allons aborder traite de deux fonctions particulières, la fonction plancher et la fonction plafond. D'abord, l'approche de la notion de fonction. Une fonction est imaginable. On peut imaginer une fonction comme étant une machine ou une opération qui transforme une entrée en une sortie. C'est bien représenté ici. Nous avons la machine ou bien l'opération que nous appelons fonction et qui prend en entrée euh, une variable, c'est-à-dire des valeurs appartenant à une variable x que l'on appelle la variable indépendante et qui produit des valeurs ici qui sont celles d'une variable indépendante, d'une variable dépendante que l'on désigne habituellement par y. L'entrée est habituellement appelée aussi input, tandis que la sortie est appelée output. On utilise ces deux termes empruntés de l'anglais, surtout dans la perspective de l'application de la notion de fonction. Une fonction, en fait, fait correspondre les éléments d'un ensemble A à ceux d'un ensemble B. C'est ça dans la définition générale. On a deux ensembles différents, un ensemble A et un ensemble B. Donc, lorsqu'on définit une fonction désignée par exemple par f entre les deux ensembles, alors il s'agit d'une correspondance qui va associer à un élément petit a de grand A, un élément que nous allons noter par f de a appartenant à B. Nous avons ici à l'élément x de grand A, on associe un élément dans B que nous allons désigner par f de x, qui est la notation générale. Un peu de terminologie. L'ensemble A est appelé ensemble de départ pour la fonction et ces éléments sont appelés les antécédents des éléments de B. L'ensemble B, quant à lui, est appelé ensemble d'arrivée et ces éléments sont appelés les images de, euh, des éléments de A. Donc, on fait correspondre des images aux antécédents. Voilà comment nous pouvons résumer cela. Les éléments de A qui ont effectivement une image dans B constituent le domaine de définition de la fonction f. Quand une fonction est définie entre A et B, ce n'est pas tous les éléments de A qui vont avoir des images, qui vont avoir des images correspondantes dans l'ensemble B. Donc, nous nous intéressons à ceux des éléments de A qui sont effectivement impliqués dans la fonction. Et ils se forment dans ce que nous appelons l'ensemble de définition de la fonction que nous notons par df. Et quand la fonction est appelée phi, c'est dphi, ainsi de suite. Tous les éléments de B qui apparaissent effectivement comme image d'éléments de A constituent la plage des valeurs ou images de la fonction f. Nous nous positionnons maintenant du côté de l'arrivée et nous regardons quels sont les éléments qui apparaissent comme images, qui correspondent
effectivement aux éléments de A et forment l'ensemble des valeurs. Nous notons par im F. Alors, les deux que nous venons d'expliquer comme cela peuvent être définis mathématiquement, les deux ensemble. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des X appartenant au premier ensemble, tel que là-bas est lu, tel que, ou bien signifie tel que, elle peut être aussi remplacée par 2 points. Donc, l'ensemble des éléments de X tel qu'il existe un Y élément de B avec Y égale à F. Donc, on peut trouver effectivement un élément X de B qui apparaissent comme image de l'élément X dans la fonction F. L'ensemble des valeurs ou bien la plage des valeurs IMF, c'est l'ensemble des éléments pris dans B. Les éléments de B est tel qu'il existe un X élément de A avec Y élément Y égale à F de X. Voilà donc les définitions mathématiques pour ces deux ensembles qui nous intéressent, notamment quand nous étudions les fonctions. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour illustrer ces notions. Le premier exemple, c'est la fonction qui a tout x associe son carré. Donc, y égale à f de x égale à x au carré. Nous savons que le carré existe pour tout nombre réel, dont l'ensemble, le domaine de définition, c'est l'ensemble R, que l'on note aussi comme ça, intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, c'est donc R là. Cette notation, la notation d'intervalle, c'est aussi comme cela. Donc, de moins l'infini, intervalle ouvert de moins l'infini à plus infini, c'est-à-dire avec des crochets ou bien avec des parenthèses. Les carrés ne sont jamais négatifs, donc le carré d'un nombre réel est toujours positif ou nul. Donc, la plage des valeurs, c'est l'intervalle de 0 inclus jusqu'à plus infini. Quand on ne met pas de signe, ça veut dire plus infini, et même le contexte permet généralement de savoir s'il s'agit de plus infini. Et ça correspond aussi à R plus ici. L'ensemble R, l'ensemble des nombres réels positifs. Le deuxième exemple, c'est la réciproque, c'est-à-dire que la fonction qui a tout x associe l'inverse de x. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles 1 sur x existe. 1 sur x existe en mathématiques. Là, il n'y a que le 0 qui n'a pas d'inverse ou bien de réciproque, comme là. Donc, nous allons juste exclure le 0 de R. Nous avons donc l'intervalle de moins l'infini à 0 exclu. Donc, ça, c'est exclu. Et union l'intervalle de 0 exclu à plus infini. Ceci peut être noté aussi comme étant R moins, je dis bien donc R moins 0, moins l'élément 0, c'est le moins qui est un peu trop prolongé là, R moins 0. La plage des valeurs, c'est le même ensemble, c'est-à-dire R privé uniquement de 0 parce qu'il n'y a aucun 1 sur x qui est égal à 0 à partir du moment où le numérateur est égal à 1. Le troisième exemple, c'est la fonction racine carrée. Nous savons que la racine carrée n'est définie que pour les x positifs ou nuls, dont le domaine de définition, c'est l'intervalle de 0 inclus jusqu'à plus infini. Et une racine carrée est aussi toujours positive ou nulle, donc la plage de valeur va de 0 inclus jusqu'à plus infini. Le quatrième exemple, c'est une racine carrée, mais cette fois-ci, sous la racine, nous n'avons pas simplement x, mais on a un terme. Il faut donc prendre les x qui rendent cette
ce terme positif ou nul. Et nous allons vérifier en posant 4 moins x supérieur ou égal à 0. Nous résolvons l'inéquation et nous trouvons que c'est l'intervalle de moins l'infini à 4. Et comme nous avons dit précédemment, donc les racines carrées sont toujours positives, donc la plage de valeur, c'est l'intervalle de 0 à plus infini. La cinquième fonction est semblable. Nous trouvons l'ensemble des x pour lesquels l'expression sous la racine est positive et ça va donner ici l'intervalle de moins 1 à 1, les bornes incluses. Et l'ensemble des valeurs ou images, c'est l'intervalle fermé de 0 à 1. Voilà donc quelques exemples de fonctions avec leur domaine de définition et leur plage de valeur. Nous passons au second point de cette présentation, la représentation graphique d'une fonction ou courbe représentative. La représentation graphique d'une fonction est appelée courbe représentative ou graphique. Comment est-ce qu'on y arrive? On fait correspondre donc à chaque valeur de x le point qui a pour coordonnées x, f de x. Dans ce cas, ici, x égale à 1. Et donc, nous faisons correspondre à cette abscisse le point de coordonnées 1, f de 1. Ici, x égale à 2, nous faisons correspondre ici le point Q de coordonnées 2, f de 2, et de façon générale, tel que nous pouvons voir ici. Donc, à tout x, on fait correspondre le point de coordonnées x, y, avec y égale à f de x. Donc, le résultat que nous avons ici en bleu, c'est un ensemble de points, un ensemble naturellement infini que l'on ne peut pas séparer à l'œil nu, que l'on appelle donc la courbe représentative de la fonction donnée. Nous avons deux exemples ici. D'abord, la fonction f qui a x associé y égale à x plus 2. Nous avons appris en mathématiques élémentaires qu'il s'agit ici de l'équation d'une droite. Voici cette droite tracée ici. C'est simple, les mathématiques élémentaires nous ont aussi enseigné qu'il suffit de connaître deux points qui appartiennent à une telle représentation graphique, à une telle droite pour la tracer. Donc ici, on choisit de façon appropriée deux points que l'on peut repérer aisément dans le plan. Par exemple, on prend ici moins 2 pour que ceci devienne nul. Donc, le point de coordonnées moins 2, 0 appartient à la courbe. Et on prend aussi x égale à 0 et y égale à 2 en ce moment. Donc, le point de coordonnées x, 0, j'allais dire 0, 2 appartient à la courbe. Donc, les deux points nous permettent donc de tracer la droite qui est la courbe représentative de notre fonction ici. Alors, le deuxième exemple, c'est une fonction qui n'est pas linéaire. Donc, on peut prendre un certain nombre de points. Nous en avons ici moins 2, le carré de moins 2 c'est 4, moins 1, le carré de moins 1 c'est 1. Donc, nous faisons correspondre les points. 0, le carré de 0 c'est 0. 1, le carré c'est 1. 3 sur 2, le carré c'est 9 sur 4, nous repérons le point en question, ainsi de suite. Donc, quand on a un bon nombre de points comme cela, qu'on représente dans le plan, alors on a une allure de la courbe représentative de la fonction que l'on peut tracer ainsi. La question ou bien une question intéressante, c'est celle de savoir comment on arrive à la courbe représentative. Il y a d'abord deux cas dans la pratique. Dans la pratique, les fonctions
traduisent les relations entre certaines grandeurs. Dans cet exemple, par exemple, nous avons la pression que l'on mesure quelque part, qui est donc qui varie apparemment en fonction du temps. Et on veut donc savoir quelles sont donc les valeurs de la pression en fonction du temps. Donc nous avons ici la variable indépendante qui est le temps, qui correspond à notre X en général, et la variable dépendante qui est la pression, qui correspond à notre Y en général. Donc, à des instants donnés, on mesure la pression et on trouve pour chaque instant une valeur. On mesure la pression, on trouve une valeur. Donc, on obtient la relation fonctionnelle à l'aide des couples de points. À l'aide des couples de points avec en première position le temps et la pression. On peut mettre des indices pour indiquer donc TI. À l'instant TI, on mesure la pression PI. Alors, quand on place ces différents points mesurés, donc dans le plan, il donne l'allure de la courbe. Vous les voyez ici, les différents points, on appelle les données qui ont été mesurées. Et nous avons l'allure de la courbe que nous pouvons tracer ainsi. Nous allons avancer toujours avec cette question de savoir comment on arrive à la courbe représentative. En mathématiques, on part des expressions établies de la fonction, un peu comme nous avons vu tout à l'heure, y égale à x plus 2 ou bien y égale à x au carré. Donc, nous avons des expressions établies comme cela, des fonctions, et nous voulons donc, à partir de ces expressions, étudier la fonction pour avoir autant d'informations que nous souhaitons. Il y a toute une partie des mathématiques qui s'occupe de cette étude, c'est l'analyse mathématique, avec comme deux grandes parties, le calcul différentiel et le calcul intégral. Le calcul différentiel ici, il est question de la dérivabilité. Est-ce que la dérivée existe? Calculer la dérivée et s'en servir pour avoir des informations sur la fonction donnée. Le calcul intégral, trouver les primitives, partir donc d'une fonction qui est considérée comme dérivée pour retrouver la fonction dont la dérivation permet d'obtenir la fonction à intégrer. Mais aussi, il y a des sujets déterminants pour cette partie. Il y a la notion de limite, il y a la notion de continuité. En fait, le calcul différentiel s'appuie énormément sur la notion de limite. Le troisième point dans cette présentation, c'est le test de la verticale. La question qui nous intéresse, une fois que nous avons vu que l'on peut représenter les fonctions graphiquement, la question donc qui nous intéresse, c'est de savoir comment reconnaître si une courbe que l'on a est la représentation d'une fonction. Le test de la verticale répond à cette question. Il dit, si partout dans le domaine de définition, une droite verticale coupe une courbe en un seul point, alors il s'agit de la représentation graphique d'une fonction. Reprenons un peu. Si partout dans le domaine de définition, une droite verticale coupe une courbe en un seul point, alors il s'agit de la représentation graphique d'une fonction. Dans le cas contraire, cette courbe ne représente pas une fonction. Voilà donc un critère qui nous permet de savoir si nous sommes en présence de la représentation graphique d'une fonction ou pas. Prenons ces exemples. Nous avons ici une représentation graphique. Le domaine de définition, c'est apparemment l'intervalle de moins 1 à 1. Donc, nous plaçons donc des verticales, des droites verticales ici.
dans le domaine de définition, ou bien nous pouvons imaginer une droite verticale qui se déplace. Dès que nous arrivons à un endroit et que la verticale coupe la courbe en plus d'un point, comme nous voyons ici, 2 points, la verticale a coupé la courbe en 2 points, alors nous allons conclure immédiatement que cette représentation graphique n'est pas celle d'une fonction. L'exemple B, c'est la représentation de ceci. Y est égal à racine carrée de 1 moins x, mais nous nous concentrons d'abord au graphique. Laissons circuler une verticale ici, dans le domaine de définition, qui est aussi moins 1, l'intervalle de moins 1 à 1. Donc, si nous laissons circuler une verticale ici, sur le domaine de définition, partout, elle va couper la courbe en un seul point. Donc, il s'agit de la représentation graphique d'une fonction. C'est la même chose ici. Donc, si une verticale se déplace ici, une droite verticale se déplace de moins 1 à 1, à chaque fois, elle va couper la courbe en un seul point. Dans les deux exemples, ce sont des représentations graphiques de fonctions d'après le texte de la verticale. Le quatrième point de notre représentation, c'est les fonctions définies par intervalle. Qu'entend-on par fonction définie par intervalle? Une fonction qui est définie par plusieurs expressions sur des intervalles différentes est dite définie par intervalle. Nous avons constaté au début, sur le domaine de définition, on a une expression qui définit la fonction. Maintenant, il peut arriver donc qu'on ait des expressions différentes qui sont valables pour des intervalles différents. Nous sommes là devant une fonction, ou bien devant, dans ces cas, devant des fonctions définies par intervalle. L'exemple bien connu pour ces fonctions, c'est la fonction valeur absolue. Cette fonction qui a tout nombre réel associe sa magnitude ou bien sa valeur absolue, comme nous avons l'habitude d'appeler. Dans la définition, c'est valeur absolue de x égale à x si on est dans l'intervalle x supérieur ou égal à 0. Ça, c'est l'intervalle de 0 à plus infini, 0 inclus. Ou bien x égale à moins x si on est plutôt dans l'intervalle x inférieur à 0. Ça, c'est l'intervalle de moins l'infini à 0 exclu. Donc, deux intervalles pour le degré de définition. Le degré de définition étant naturellement R, divisé en deux intervalles différents. Et dans chacun de ces intervalles, il y a une autre expression différente pour la fonction. Voici la représentation graphique de la valeur absolue. Les deux demi-droites que nous avons ici forment la représentation ou bien la courbe représentative de la fonction valeur absolue. Nous voyons que ce sont des demi-droites d'allure bien différentes. Nous avons ici une pente descendante et là-bas une pente ascendante. Pour les deux intervalles différents. Ici, nous sommes dans l'intervalle x inférieur strictement à 0. Et de ce côté, nous sommes dans l'intervalle x supérieur ou égal à 0. Un autre exemple, ici, une fonction définie différemment sur trois intervalles. Il y a d'abord l'intervalle x inférieur strictement à 0. Là, l'expression de la fonction, c'est moins x. Dans l'intervalle fermé de 0 à 1, c'est-à-dire donc 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, l'expression de la fonction, c'est x au carré. Et dans le troisième intervalle, x supérieur strictement à 1, l'expression, c'est 1. Nous avons donc ici la courbe représentative de cette fonction qui est constituée de trois morceaux différents. Trois morceaux différents dans des intervalles différents, mais ce sont les trois dans l'ensemble qui représentent la courbe de la fonction. Ici, nous avons une droite décroissante ou bien une pente
descendante. Dans cet intervalle de 0 à 1, nous avons un morceau parabolique issu de x au carré. Et nous avons ici, pour x supérieur strictement à 1, un autre morceau qui est linéaire, donc morceau d'une droite, et qui a ici la particularité d'être horizontal, la droite horizontale. Au cinquième point, comme annoncé, nous allons présenter deux fonctions particulières, à savoir le plancher et le plafond. La définition d'abord du plancher, la fonction qui à tout nombre réel x associe le plus grand nombre entier inférieur ou égal à x est appelée fonction plancher. Nous allons noter cette fonction ici par le PLR, plancher. C'est la fonction qui à x associe plancher de x et que l'on note aussi par int de x, surtout dans certains langages de programmation, et qui est aussi noté par le symbole là. Vous voyez bien que les crochets ici en bas pour dire le plancher. Alors, si nous prenons ici, voici la représentation graphique, la courbe représentative donc, de la fonction plancher sur cette, une partie donc, de R, le domaine de définition. On dit qu'il s'agit d'une fonction constante par intervalle. Nous avons ici entre moins 2 et moins 1. Alors, la fonction a la même valeur, quelle que soit la valeur de x que nous prenons donc dans cet intervalle. La fonction a la même valeur qui est ici moins 2. Les valeurs que nous prenons ici sont du genre, par exemple, moins 1,7, moins 1,3 dans cet intervalle. Et nous voyons bien que le point ici plein, le petit rond-point veut dire que c'est la valeur de la fonction pour x égale à 2, la borne de l'intervalle. Et ici, le creux veut dire, le point creux veut dire que la borne de l'intervalle, la valeur de la fonction pour la borne de l'intervalle, ce n'est pas 2 que nous avons là, ou bien moins 2. C'est de suite. Donc, dans chaque intervalle, un segment horizontal par intervalle pour dire même valeur pour tous les éléments de l'intervalle, quel que soit ce que nous prenons là, c'est la même valeur entre ici 1 et 2. Nous allons avancer. La deuxième fonction, c'est le plafond. La fonction qui, à tout nombre réel x, associe le plus petit nombre entier supérieur ou égal à x est appelée fonction plafond. Nous notons cette fonction par plafond, qui est la fonction qui à x fait correspondre p de x et plafond de x. Et cette notation symbolique avec les crochets désormais au-dessus pour dire le plafond. Nous voyons maintenant ici, dans l'intervalle de 1, nous avions moins 2 à moins 1, nous avions tout à l'heure pour le plancher, nous avions moins 2 comme valeur de la fonction, pour dire que le plus grand nombre entier inférieur ou égal à la valeur que nous prenons quand nous sommes dans cet intervalle. Maintenant, le plafond, c'est plutôt le plus petit nombre entier supérieur. Quand nous sommes ici avec des valeurs du genre moins 1,7, moins 1, alors le plus grand nombre entier qui suit, c'est quoi? C'est donc façon de supérieur ou égal, c'est la borne supérieure de l'intervalle qui est ici moins 1. C'est aussi donc une fonction constante par intervalle telle que nous avons ici.
Prenons quelques exemples de valeurs en notant que ces deux fonctions apparemment banales sont très utilisées, notamment en informatique où elles servent dans la formulation élégante. On les utilise comme fonctions auxiliaires pour formuler des algorithmes parfois bien complexes. Prenons donc le nombre à virgule pour la fonction plancher, 3,4, le plus grand nombre entier inférieur ou égal, ici c'est 3, 2,8, le plus grand nombre entier inférieur ou égal, c'est donc 2, et ici 0,4, le plus grand nombre entier inférieur ou égal, c'est 0. Et maintenant, nous avons affaire à des entiers. Le plancher des nombres entiers, c'est lui-même. Plancher de 3, c'est 3. Plancher de 2, c'est 2. Plancher de 0, c'est 0. Maintenant, pour les nombres à virgule négatif, quand nous prenons 3, moins 3,4, alors nous sommes ici entre moins 4 et moins 4 et moins 3. Je dis le moins 3,4 est situé entre, sur la droite numérique, entre moins 4, c'est quelque part ici, moins 3,4, prenons quelque part là. Le plus grand nombre entier inférieur ou égal, c'est donc moins 4, comme nous pouvons voir ici, si nous sommes à ce niveau. Donc, c'est moins 4. Même chose ici, moins 2,8, le plus grand nombre entier inférieur ou égal, c'est moins 3, moins 0. Nous sommes entre quoi ici? 0 là et moins 1. Moins 1. Donc, le plus grand nombre entier inférieur ou égal à moins 0,4, c'est moins 1. Et maintenant, quand nous prenons des nombres négatifs entiers, plancher de moins 3, c'est moins 3, comme pour les positifs. Donc, le plancher d'un nombre entier négatif, c'est lui-même. Plancher de moins 2, c'est moins 2. Pour le plafond, c'est semblable, mais cette fois-ci, le plafond de 3,4, c'est 4, parce qu'il s'agit maintenant du plus petit nombre entier supérieur ou égal. Quand nous apprenons 3,4, nous sommes sur l'axe numérique, ici entre 3 et 4. Alors donc, quand nous sommes entre 3 et 4 sur la droite numérique, le plus petit entier supérieur ou égal au nombre donné, c'est naturellement la borne supérieure de l'intervalle, donc 4. Ici, 2,8, c'est 3, 0,4, c'est 1, puisque nous sommes entre 0 et 1. Et quand nous prenons les entiers, le plafond, c'est lui-même, c'est-à-dire quand les valeurs de la variable, ce sont des nombres entiers. Donc, plancher de 2, c'est 2, plancher de 0, c'est 0. Alors, quand nous prenons les nombres à virgule négatif, nous avons un moins 3,4 et donc son plafond c'est moins 3. Moins 3,4. Comme tout à l'heure, comme illustré tout à l'heure, nous sommes ici dans l'intervalle de moins 4 à moins 3. Moins 4 à moins 3. Voilà donc. J'essaie de reprendre le 4 ici et aussi la borne que nous avons là. OK, et donc ici, moins 3,4, c'est dans cet intervalle. Le plus petit nombre entier supérieur ou égal, c'est naturellement 3. Ça correspond ici à la partie entière, juste pour le nombre négatif.
Je dis donc que c'est en fait le plafond, c'est la partie entière du nombre. Plancher donc, ou bien un plafond de moins 2,8, c'est donc moins 2 si nous raisonnons de la même façon. Et plancher de plafond, pardon, de moins 0,4, c'est 0, puisque nous sommes entre moins 1 et 0. Et pour les nombres négatifs entiers, plafond de moins 3, c'est moins 3, et plafond de moins 2, c'est moins 2. Alors, il y a cette relation entre les deux fonctions, à savoir le plancher et le plafond. Pour les x entiers, comme nous avons vu là, que ce soit positif ou négatif, alors on a la relation plafond égale plancher. Nous pouvons vérifier ce que nous avons vu. Plafond égale plancher pour les nombres entiers, négatifs ou positifs, j'ai dit. Et pour les nombres à virgule, vraiment, comme moins 3,4 ou bien 3,4, on a la relation plafond égale à plancher plus 1. Plafond égale à plancher plus 1. Nous voici donc au terme de cette présentation. Merci d'avoir suivi.